présentation de toutsurlehockey.com. Date limite des transactions qui approche à grands pas dans le TSLH podcast pour cet épisode. On y va d'un spécial du Trade Deadline. Je suis avec Pascal et avec Max. Les boys, comment ça va à l'approche de cette journée qui nous fait assurément triper en tant que blogueur? En feu, Matt. Solide. En feu, oui. Solidement en feu. Yes. On a pu avoir une petite mise en bouche avant le podcast. Petite transaction du côté de l'Avalanche. En fait, 2 transactions. Dans l'épisode au menu, c'est simple. On parle de la date limite des transactions, des échanges qu'on voit un peu venir en fonction des rumeurs présentement. On ne se lancera pas dans les spéculations et à côté, mais on va discuter, de voir le prix de certains joueurs, les dernières rumeurs, notre feeling, les transactions qu'on aimerait avoir pour nos équipes favorites. On va en parler aussi dans l'épisode. L'épisode d'aujourd'hui est encore une fois une présentation de Barbe Noire. Donc, Yeah! yes sir, pour commander, vous pouvez aller sur le site de barbenoire.com. Nos fidèles partenaires qui va aussi commanditer notre couverture spéciale de la date limite des transactions. Je vous rappelle qu'il y a moins d'1 an, on a lancé notre nouvelle plateforme sur le site. En fait, on a modernisé le tout. On a mis ça au goût du jour. Puis, on va avoir encore une page spéciale pour couvrir la journée du 21 mars. Donc, on vous attend en grand nombre. Habituellement, c'est des journées là, qui sont assez occupées pour notre staff. Mais on est beaucoup cette année. Donc, on va souhaiter vous offrir là, une couverture adéquate pour la journée des échanges, même si on sait qu'il va y avoir plusieurs transactions la veille, soit le dimanche ou peut-être même le samedi. C'est souvent ça qui arrive, en fait. Ouais. Les boys, transactions dans la Ligue nationale qu'il y a eu présentement, on a eu en fait une espèce de price tag, une étiquette de prix qui a été apposée pour la suite des choses au niveau du marché des défenseurs. Josh Manson qui a pris le chemin d'Anaheim vers le Colorado. En retour, Drew Ellison et un choix de 2e tour. Donc, moi, à première vue, j'évalue ça comme un choix de 2e tour et un espoir B pour un défenseur comme Josh Manson. Comment voyez-vous cette transaction-là et surtout, comment voyez-vous la suite des choses débouler après cette transaction-là? Moi, je suis quand même content du prix payé par sur le Colorado parce que justement, tu sais, Drew Ellison, il a quand même de l'allure, sérieusement, comme espoir. Tu sais, oui, c'est un espoir B là, qu'on pourrait dire, mais quand même, il y a des bonnes chances qu'il fasse la Ligue nationale de hockey. Il a été signé en plus par les Ducks. Puis les Ducks, au niveau de la défensive, ils ont certains bons espoirs, mais j'ai quand même des bonnes espérances là, qu'il va se tailler un poste, puis un choix de 2e ronde. C'est bien quand même si c'est fin de 2e ronde. Pour Ben Sherratt, ce que ça annonce, le Canadien devrait avoir plus que ça. On va en parler plus tard, de Ben Sherratt. Surtout qu'il y a comme pas des infos qui sont sorties aujourd'hui, mais dans la Insider Trading, que je viens d'écrire un texte là-dessus, les équipes ne sont pas trop tentées de payer le prix que Hughes veut avoir. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va faire, le domino, si on veut. Oui, c'est le fun, puis on y reviendra, comme tu disais, Pascal, mais pour le prix de Sherratt, tu sais,
On peut, pour simplifier les choses, ce qu'on peut dire pour la valeur de Manson, c'est, mettons, 2 choix de deuxième ronde. Mettons qu'on en parle grossièrement. Fait que, tu sais, tu te dis que, OK, si ce gars-là, Manson, qui est très bon, là, mais qui est vraiment le typique défenseur robuste, défensif que tu veux en série, si ça vaut 2 choix de deuxième ronde, ben là, des gars comme Sherrod, des gars comme même Empus Lindholm, Anaheim, ça vaut clairement au moins un choix de première ronde puis un espoir. On pourrait parler de Giordano aussi à Seattle. Il y a plusieurs joueurs, en fait, qui valent plus que Manson. Donc là, j'ai hâte de voir ça débouler. Quand ça va se faire? Ça ne tardera pas. Là. On est à 6 jours. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des transactions à tous les jours d'ici lundi. Là. Fait que non, j'ai très, très hâte à la suite des choses. J'espère que ce ne sera pas un pétard mouillé cette année. Ouais. Habituellement, j'ai regardé dans la semaine précédant la date limite des transactions. L'année passée, il y a eu 15 transactions avant la date limite. Il y a eu des transactions majeures 5 jours avant la date limite. Il y en a eu à 2 jours et la veille. Présentement, c'est assez tranquille. Écoute, on verra. C'est sûr qu'avec les quelques années, avec un flat cap, on veut maximiser l'espace sur la masse salariale, donc comptabiliser le plus de jours au niveau du calcul de la masse salariale. Donc, on peut s'attendre à plusieurs transactions dans le dernier droit avant la date limite. Mais encore là, est-ce que les équipes veulent payer les prix? Ben, c'est comme tu mentionnais, Max. Non, c'est Pascal qui disait que présentement, le prix pour Sherrod était peut-être élevé. Moi, c'est le feeling que j'ai eu quand j'ai vu la transaction de Josh Manson, en fait. Tu sais, l'Avalanche n'avait pas besoin d'un top 3, même pas d'un top 4, en fait. La profondeur est assez présente dans l'alignement. Puis Manson, c'est un peu ça. Là. Il vient ajouter de la profondeur à la brigade défensive. Mais pour ajouter de la profondeur, tu ne veux pas nécessairement payer un choix de première ronde, puis un bon espoir. Fait que, moi, je pense qu'on s'est retourné vers Manson justement parce que le prix était décent, un bon défenseur à petit prix, si on veut. Puis par la bande, ben, on est allé échanger aujourd'hui, en fait, mardi le 15, on est allé échanger Tyson Jost contre Nico Sturm. on a parlé. Sturm. Ouais, c'est ça. On a parlé de Marco Sturm dans la discussion, puis j'allais dire Marco Sturm. Fait que c'est ça, c'est l'attaquant du Wild. L'Avalanche qui libère encore de l'espace salarial parce que Anaheim a retenu le 50% du salaire de Manson. Ouais. Fait que l'Avalanche joue gros. Oui. Mais l'Avalanche joue gros. Puis ça va être le fun à suivre dans les prochains jours parce que Claude Giroux, c'est le nom le plus rattaché à l'équipe du Colorado présentement. Ça doit être le fun d'être partisan de l'Avalanche Colorado. Ils sont rarement peu actifs. Il fait tout le temps quelque chose. Puis c'est rare qu'il dilapide en plus son futur. Fait que personnellement, si mettons qu'il faudrait que le Canadien se base sur une équipe, ça serait vraiment le Colorado, à mes yeux, là, pour construire leur équipe. Là. Mais on verra ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, sur le Insider Trading, comme je parlais, Pierre Lebrun disait que, comme d'habitude, Calgary, la Caroline, Saint-Louis, puis les Florides, puis les Panthers sont intéressés à Sherrod. Puis Darren Dreger a ajouté Minnesota. Ils n'ont pas parlé de Toronto, mais selon moi, la seule équipe qui pourrait payer le plus gros prix, selon moi, c'est vraiment Toronto. Parce que c'est eux qui en ont le plus besoin, je crois, de Ben Sherrod. Parce que leur défensive est à chier. C'est exactement le genre de défenseur qu'il leur faut. Saint-Louis aussi pourrait être intéressé, mais ils ne veulent pas payer un premier choix, mais ils ont quand même des bons espoirs. Donc, un deuxième choix avec, on parle de Jake Neighbors, mais ce serait quand même étonnant parce que c'est quand même un de leurs meilleurs espoirs, mais il y a quand même pas mal d'autres choix là, au niveau de leur banque d'espoir. Calgary, il parle de Jacob Pelletier, mais tu sais, voir que tu donnes Jacob Pelletier pour un bargain, pour un joueur de location. Si tu fais ça, tu as un problème. Là. Mais tu sais, si tu n'as pas été capable d'avoir Pelletier pour Toffoli, tu n'auras pas Pelletier pour Sherrod. Déjà là, ça casse. Là. Je la comprends pas non plus. Sérieux, ça me tirerait à terre. Là. Je comprendrais pas. Là. Je serais vraiment content. Ça, on va se le dire, là, c'est du gros, à mon avis, là, c'est du gros craving de partisans, de génération,
de trafic, d'engouement autour de la date limite. Pas partisan. C'est les journalistes. Les Ouais, mais humoristes. c'est ça. Mais Mais je veux dire, c'est du les craving partisans sont pour juste les contents. partisans. Ouais, C'est ça, c'est du craving pour les partisans. Oui, c'est exactement ça. Puis tu sais, l'information qui est rapportée, c'est que Kent Hughes serait très intéressé. C'est probablement vrai, mais ça sert à rien de l'intérêt si tu n'as pas les éléments pour attirer ça. Fait que, rendu là, à quel point c'est vraiment possible. Est-ce que, puis tu sais, c'est rare que tu vois dans un trade de joueurs de location que tu vas ajouter aux joueurs de location pour un meilleur espoir. Ça se voit pas vraiment. C'est pas le genre de choses qui se fait. Fait que non, si Pelletier s'en vient à Montréal, je comprends plus rien. Tu sais, au niveau de Calgary, ils ont quand même des bons espoirs aussi, vu que ça pourrait être complètement un autre espoir, puis ça serait bien correct, là. Et c'est ça. Fait que Saint-Louis ne voulait pas payer le premier choix. Minnesota aussi. Mais ils ont Jack McBain qui voudrait shipper. Il demande un choix de deuxième ronde pour McBain seul signé. Mais moi, personnellement, je ne paierais pas ça. Personnellement, c'est un quatrième. Troisième choix, pas de temps, mais on va. En tout cas, ça serait conditionnel, mettons. C'est sûr et certain que c'est conditionnel à la signature. Là. Mais si c'est un throw-in dans une transaction pour Ben Sherratt avec un haut choix, bon, je n'ai pas de problème avec ça. Là. Mais tu sais, si on n'a pas un choix de première ronde avec Ben Sherratt ou un espoir A, je vais vraiment être déçu. Personnellement, je vais vraiment être déçu. Mais je pense qu'il va falloir vraiment voir qu'est-ce que les Ducks sont capables d'avoir pour Lindholm. Parce que pour moi, une équipe comme Toronto, avant de payer le gros prix comme le gros prix pour Sherratt, va tout donner pour un gars comme Lindholm, là, qui est dans les défenseurs, à mes yeux, très sous-estimés de la LNH. Lindholm vient vraiment solidifier ta défensive solide. Oui, Sherratt aussi. Mais si tu es capable d'aller chercher Lindholm, tu donnes un bien plus gros prix que tu donnes pour Sherratt si tu veux vraiment y aller all-in. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, c'est normal que les équipes trouvent que Hughes demande trop parce que tant qu'à vraiment surpayer, tu vas surpayer pour Hampus Lindholm des Ducks. Fait que tu sais, une fois que Lindholm va avoir été échangé, en fait, il y a deux options. Soit Lindholm est échangé, puis à ce moment-là, Hughes a ce qu'il veut pour Sherratt, ou bien Hughes accepte de baisser ses demandes avant que Lindholm soit échangé pour avoir plus de choix d'équipe, peut-être. Faudrait que Lindholm soit échangé, genre, demain. Ouais. Pour aider Hughes le plus possible. Mais tu sais que Toronto, pour aller chercher Lindholm, ils ont quand même des bons prospects aussi. Ils ont encore leur premier choix, si je me souviens bien. Puis, ils ont Robertson, ils ont Liljegren, ils ont Sandin. Est-ce que ça les intéresse? Je ne sais pas. Mais Robertson, puis un choix de deuxième ronde ou un choix de première ronde, selon moi, ça peut payer Lindholm assez facilement. Pour Sherratt, Liljegren, pour moi, non. Sandin, ça se discute, mais il faut un premier ronde pour ça. Les deux, non, Liljegren puis Sandin restent à Toronto. Liljegren joue vraiment très bien dernièrement. J'ai pas regardé tous les matchs, évidemment. J'en ai regardé quelques-uns. Mais beaucoup de ce que je lis, Liljegren joue du très gros hockey. OK, parce que la dernière fois que j'ai vu un match de Toronto, j'en avais regardé deux en décembre. Puis je l'avais trouvé vraiment flat. Mais tant mieux, sérieusement, s'ils jouent bien, parce qu'ils en ont besoin de Sandin et de Liljegren. Ouais. Mais bref, j'ai vu beaucoup, quand même. Mais j'ai vu beaucoup de bons mots passer aussi pour Liljegren, en tout cas, peu importe comment on le mentionne, là, mais moi tout, j'ai vu passer beaucoup de bons commentaires sur lui, fait que j'ai pas vu les matchs, là, mais effectivement. Tu parlais, Pascal, de Robertson et peut-être un choix de 2 pour Lindholm. Ou de 1, peu importe. Là. Ou de 1. Dans l'optique où on veut aller chercher un bon espoir, est-ce que vous seriez prêt à baisser pour un choix de deuxième tour aussi pour Sherratt? Mettons, on parle de... Moi, je pense que Robertson peut un deuxième contre Sherratt, c'est trop, mais peut-être un genre de Matthew Knies et un choix de deuxième tour. Est-ce que ça vous satisferait ou c'est vraiment stické sur le premier choix que vous voudriez? Tu me donnes Matthew Knies puis un deuxième, puis ça fait mon année. J'aime mieux Matthew Knies que Robertson, personnellement. Assez solidement, même. Ben pour le prospect pool du CH, moi, je trouve que ça ferait de la diversité. Robertson, c'est dire
sans rien enlever à Robertson, c'est un prototype de joueur qu'on a peut-être déjà en genre Caulfield ou même peut-être Farrell. Fait que je pense qu'un Matthew Nice pourrait amener une dimension différente au niveau des espoirs. Là. Mais moi aussi, je pense que je serais capable d'accepter un choix de deuxième tour si c'était pour Nice. Mais je pense qu'il y aurait beaucoup de déception. Je pense qu'on s'attend quand même à un choix de premier tour et Nice. Mais à un moment donné, si la meilleure offre que tu reçois, c'est Nice et un deuxième tour, j'accepte. Ben, Hughes peut aussi bien accepter. Il ne faut pas y en vouloir si c'est la meilleure offre qu'il y a eu. C'est mieux ça que de le perdre au free agent. Moi, je l'adore, Nice. Fait que le monde le savent. Le monde qui nous suit le savent. Nice, c'est un de mes prospects préférés. C'est un de mes prospects préférés. J'ai ça, faire ce genre de lapsus-là. Dans la Ligue nationale de hockey depuis le repêchage l'année passée. Fait que, je serais vraiment aux anges. Je pense que n'importe quel prospect, tu sais, mettons, là, entre avoir un prospect qui est de la valeur d'un choix de deuxième ronde, puis un choix de première ronde, ou un prospect qui est de la valeur d'un choix de première ronde, puis un deuxième ronde, au final, ça revient exactement au même. Là. Tu sais, oui, ça serait excitant d'avoir un first pick au prochain draft qui est à Montréal, mais en termes de hockey, ça peut revenir exactement au même. Là. La valeur reste la même. Si tu as ciblé un gars, puis que ce gars-là fit dans la philosophie que tu veux amener à Montréal, pourquoi te dire, OK, je vais prendre un pic, puis non, prends le gars tout de suite. Si tu as l'occasion de prendre un prospect qui est déjà repêché, mais vas-y, là, ça ne change rien pour toi. Là. Surtout que tu sais déjà un peu son développement, comment il est. Fait que, Matthew Nice était repêché dans les 50e l'année passée. C'était un choix dans les 50e cette année. Puis Matthew Nice, mettons, ou n'importe quel qui était repêché dans cette. Ben, le value est là pareil. Là. Fait que, il faut que le monde comprenne qu'un choix de première ronde, là, c'est cher. Oui, David Savard l'année passée, Goodrow, Coleman, mais c'est pas le même genre de marché cette année. Il y a plus d'acheteurs, plus de vendeurs, excusez. Donc, le prix baisse, c'est sûr et certain. Donc, c'est ça. J'ai hâte de voir, sérieusement. Il y a beaucoup de blessures, fait qu'on va voir. J'y pense pendant qu'on parle, puis tu sais, on n'a pas rien préparé, fait que des fois, il y a des idées qui vont nous venir en tête, mais j'ai l'impression qu'une des façons que Hughes pourrait bénéficier d'un choix de premier tour et de Nice, mettons, on parle pour, mettons, un potentiel mix avec les Leafs, c'est l'incertitude que Nice signe à Montréal, dans le fond. Parce que Nice joue en NCAA. Puis, tu sais, si tu veux garantir d'avoir un retour qui a de l'allure, en cas que ce gars-là ne signe pas à Montréal, ben, tu sais, peut-être qu'il serait capable de convaincre justement Carl Dubus d'offrir un choix de première ronde. Est-ce que rendu là, ça peut faire comme Ellison? Est-ce que Montréal peut acquérir Nice et un choix de deuxième tour pour ensuite signer un ALC? Possible, mais un n'ira pas sans l'autre dans le sens que je pense pas que Toronto donne un choix de première ronde si Nice est assuré de signer à Montréal. Je ne sais pas si mon raisonnement peut être bon, là, mais... On est dans la spéculation. C'est ton raisonnement, c'est correct. C'est vraiment de la spéculation. Là. Puis, tu sais, on n'a pas... c'est pas des infos exclusives là, qu'on discute dans le podcast. Là. On fait vraiment juste jaser de ça. Chez le Canadien, oui, il y a Ben Sherratt, mais il y a Artturi Lehkonen aussi. Je l'ai vu des fois dans certains commentaires être ajouté à Ben Sherratt pour justement aller chercher Jacob Pelletier chez les Flames. Je pense que les Flames ne cherchent pas nécessairement un Lehkonen dans son alignement. J'ai lu des articles de journalistes à Calgary qui souhaitaient Sherratt, mais visait surtout de la profondeur au centre. Puis un nom qui est ressorti, c'était Calle Jarnkrok de Seattle, qui aurait un coût beaucoup moins élevé qu'un gars comme Lehkonen, puis qui pourrait venir remplir une profondeur au centre. Fait que, pour moi, un duo de Sherratt-Lehkonen échangé à Calgary, ça serait pas possible, là, à mes yeux. Ben, il est trop tard un peu pour faire un double joueur à Calgary. C'était Toffoli. C'était avec Toffoli. Ben, ils cherchaient du secondary scoring, puis ils l'ont eu.
s'ils veulent Sherrod, il va falloir qu'ils payent un choix avec un prospect autre que Pelletier. Ça n'a juste pas d'allure, sérieusement, de mettre Pelletier. Avec Lekonen, je pourrais comprendre, mais ils n'en ont plus besoin de Lekonen. Ils n'ont pas besoin, comme tu dis. C'est vraiment un centre qu'ils ont besoin. Puis Dvorak, ils n'iront pas là non plus. Là, je sors un nom de même. Le centre du CH qui pourrait être disponible, c'est Dvorak, Perrault. Tu n'auras pas le Pelletier avec Dvorak, Perrault, là, selon moi. Lekonen, vous, je lance la question comme ça, je me doute un peu de la réponse, mais est-ce que vous l'échangez ou vous le conservez? Je sais que ça a été un débat qui a été assez présent sur les réseaux sociaux. J'en ai fait partie aussi beaucoup. Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Max, toi, Lekonen, c'est-tu un joueur que tu gardes ou que tu échanges à la date limite? Mais pour moi, la seule réponse logique à ça, c'est si le retour est très bon, go. Mais en ce moment, c'est un gars qui est un bon exemple pour tes jeunes. C'est un gars qui tombe à Jean libre avec restriction. Tu vas pouvoir négocier selon les termes que tu veux lui donner. C'est un gars qui, je l'ai dit, c'est un modèle. C'est le genre de gars que tu veux dans ton équipe, puis tu veux sa présence dans le vestiaire, tu veux qu'il serve d'exemple à tes plus jeunes qui vont arriver. Puis en ce moment, il joue très bien. Autant son jeu sur 200 pieds, ça, on l'a défendu depuis des années. Puis là, en plus, il est capable d'apporter quelque chose en offensive. Fait qu'en ce moment, la réponse, c'est il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'urgence pantoute de l'échanger. Mais si tu m'arrives avec un choix de première ronde puis un bon espoir, je me vois mal te dire non. Parfaitement d'accord. Sa valeur, le seul point urgent, mettons, c'est parce que sa valeur ne sera jamais aussi haute probablement que maintenant, vu qu'il est sur un contrat avec restriction, agent libre sans restriction à la fin de l'année. Donc, tu gardes une offre qualificative, tu gardes ses droits. Mais tu sais, si l'offre est là, tu l'échanges, c'est tout. Il y a 26 ou 27? Il y a 26 ans? Je pense qu'il y a 26. Ouais. Mettons ton noyau, il est prêt dans 4 ou 5 ans. Il va être à 30 ans, il va être encore utile pour le CH. C'est pas grave s'il n'est pas échangé. Mais si tu es capable d'aller chercher ce que Goodrow ou Coleman a eu, ben moi, ça m'intéresse, surtout s'il veut 4 millions ou 4,5 millions cet été. Ça, c'est un peu plus tannant parce que c'est un joueur de troisième trio. C'est pas un top 6. Ça ne sera jamais un top 6, même s'il a été vendu comme ça à son repêchage. On l'adore, c'est un bon leader. Il donne tout. Selon moi, il peut scorer 20 buts dans cette ligue-là s'il y a plus de temps sur le powerplay, ce qu'on voit en ce moment. Mais si tu es capable d'avoir. Si tu es capable de le remplacer à l'interne, si tu es capable d'avoir vraiment un bon prix sur le marché, vas-y. Mais je comprends le Canadien de le faire jouer en ce moment, puis de ne pas le protéger pour rien, pour absolument l'échanger. Tu n'as pas besoin de ça. Fais-les jouer, puis si tu as une offre comme Toffoli, ben c'est parti. Moi, tu l'as dit, là, c'est le prochain contrat qui me fait peur dans le cas de Lekonen. On compare souvent le prix de la transaction à un Coleman, à un Goodrow. On prend l'exemple de Coleman. Là, ce gars-là, il gagne 4,9 millions par année. Là. Fait que si c'est un bon comparable au niveau des transactions, c'est un bon comparable aussi au niveau du salaire. On a vu le nouveau contrat aussi à Jesperi Kotkaniemi. Et je veux dire, si Kotkaniemi gagne 4,5 millions, Lekonen est amplement en droit de demander la même affaire. Là. Même si on sait que... 4,82. On s'entend qu'il y a une grosse partie, je suis assez conscient, puis ça, je me l'ai fait dire sur Twitter, mais des fois, à l'écrit, tu n'es pas capable d'exprimer exactement ce que tu penses, là, surtout en 200 quelques caractères. Mais je suis conscient là, que c'est un gamble sur le potentiel plus élevé au niveau offensif de Kéké. Mais tu regardes le jeu du joueur présentement, puis comment il est arrivé âge pour âge dans la Ligue nationale. Je ne vois pas comment Lekonen peut demander en bas de 4 millions quand on regarde ça. Quand on ramène Lekonen à 21 ans, quand on regarde sa courbe de progression qui est assez constante, qui est lente, mais constante, puis que là, présentement, il joue comme il joue. Je ne vois pas comment ce gars-là peut demander un salaire en bas de 4 millions. Puis je pense qu'il y a plusieurs partisans qui adorent Lekonen présentement parce que ça n'a pas toujours été le cas que Lekonen était aimé à Montréal. Je pense que les gens aiment beaucoup Lekonen présentement puis aiment beaucoup Lekonen au salaire qu'il touche présentement, mais
sais, à un moment donné, il faut arrêter de regarder juste l'arbre en avant, puis il faut regarder la forêt en arrière. Puis la forêt en arrière, c'est que Lekkonen ne pourra jamais donner plus que ce qu'il donne présentement, mais Non, tu risques de l'avoir à 4 millions par année. Est-ce que tu veux un Lekkonen à 4 millions par année? Moi, j'en veux pas, même si je l'aime beaucoup. Tu sais. Je pense que c'est Max qui avait fait un texte pas cette année, mais les séries de 2020 qui avait callé que Lekkonen allait se réveiller C'est offensivement vrai? dans les séries. Ouais, tu avais écrit ça. Hein? Et c'est pas Je suis arrivé. bien bon. C'est pas arrivé dans les séries 2020, mais ça demeure un gars que tu sais qu'est-ce qu'il va donner, puis il y a plus de décollé cette année. Tu sais, il y a plus de temps de jeu dans un système plus ouvert. Fait que c'est sûr que c'est un gars rapide, c'est un gars pas offensif, mais c'est un gars travaillant. Fait que c'est sûr qu'il va en donner plus. Là. Mais tu avais fait ce texte-là pour vanter Lekkonen. Tu t'étais fait ramasser dans les commentaires. J'en doute pas. Je suis sûr que c'est les mêmes personnes en ce moment qui disent qu'ils ne veulent pas l'échanger et qu'ils l'adorent. Mais tu sais, même affaire pour les personnes qui étaient contentes que Gallagher signe pour 6 millions par saison. On l'aime beaucoup. Moi, j'étais content sur le coup, mais tu sais, dès les 5-6 premiers matchs après sa signature, j'étais comme, mais quelle erreur. C'est vraiment une signature émotive. Puis Lekkonen, si on le signe à 5 millions, c'est la même affaire. Mais je pense pas que Kent Hughes et Jeff Gorton vont être émotifs par rapport à lui. Donc, j'ai hâte de voir, mais tu sais, hypocrisie. On en parlait dans le dernier podcast, hein, Pascal, mais tu sais, Lekkonen, tu le choisis en deuxième ronde. Il offre des bonnes performances honnêtes et constantes pendant plusieurs saisons. Je pense qu'il est à 6 ou 7 saisons. Un enfant de 6 saisons. Pas de même. En tout cas. Puis, il t'a jamais coûté plus que 2 quelques millions de dollars. Si tu réussis à l'échanger pour un choix de premier tour puis un espoir, même si c'est un espoir de qualité B, mettons, là, c'est une réussite pour le recrutement. Là. C'est une réussite pour le recrutement du CH, là, clairement. Oui, clairement. Il ne faut pas trop s'attacher là, aux petits joueurs, là, des fois. Là. Je sais que c'est plate, là, mais quand on s'attache aux joueurs, ben, très souvent, les joueurs sur lesquels on s'est attaché à Montréal sont rapidement devenus des boucs émissaires. Fait qu'il faut pas. Faut regarder la plus grosse, la big picture, la plus grosse photo. Faut regarder le tout. Il faut regarder le tout. Grosse photo. On fait comme des traductions là, comme Marc-André comme Perrault Pierre Vercheval sur Twitter. Ouais, mais quoi, c'est ça, mais comme Pierre Vercheval au football, que lui est bon. Date limite des transactions, tantôt on a parlé de Claude Giroux qui était un nom très rattaché avec l'Avalanche. L'année passée, puis là, je vous ai comme pas lancé cette question-là avant qu'on commence à enregistrer. Fait que je vais peut-être vous prendre sur le vif. Là, fait que on peut prendre le temps d'y réfléchir. Mais l'année passée, je vous rappelle, il y avait quelques gros noms aussi qui étaient sur le marché, dont Taylor Hall, qui a été échangé à Boston. C'était dans les rumeurs, c'est arrivé. Donc, je m'attends à ce que Claude Giroux, ça fasse un peu la même chose, qu'il se ramasse au Colorado. On voit qu'il prépare le terrain aussi. Ouais. Mais il y a eu une petite transaction que personne ne s'attendait, puis c'était Anthony Mantha contre Jacob Varana. Cette année, à votre avis, mettons là, on pogne la balle, notre bâton, puis on frappe pour le champ gauche. Là. Ça serait quoi la transaction là, que vous attendriez pas? Là, qu'on a peut-être vu un peu dans les rumeurs, mais qui vous ferait quand même tomber en bas de votre chaise lundi prochain. Ben, on va ouvrir la liste des trade bait, là, puis je te reviens avec ça. Ben, tu sais, Jake DeBrusk, lui, ça serait pas une surprise, mais je pense que le retour pourrait être une surprise pour DeBrusk, qui va vraiment bien en ce moment. Fait que parce qu'il l'a dit, là, puis son agent l'a redit. Oui, il joue super bien en ce moment, puis son temps de glace a monté, mais il veut quand même encore quitter Boston. Ça a été mis bien, bien clair. Fait que là, sa valeur est haute. Qu'est-ce qu'il peut rapporter, Jake DeBrusk? Quelle équipe va payer le gros prix pour Jake DeBrusk? C'est peut-être là qu'on va voir un élément changer d'adresse, puis qu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrive. Mais non, c'est vrai, ça avait été gros, ça, Mantha, puis Mantha contre Vrana, là. J'espère qu'on va avoir droit à un deal du genre cette année. Quoique, je serais surpris, mais en même temps, c'est ça la beauté de la chose. Là. Si
ça arrivait à chaque année des gros moves surprises de même, ça serait plus surprenant puis ça serait plate. Là. Exact. Mais non, j'ai hâte de voir. Peut-être Eric Brandstrom. ou Nick Paul à Ottawa. Le genre de joueur qui pourrait très bien trouver preneur, selon moi. Ah ben ça, on va en reparler tantôt dans ma petite chronique certainement, là, parce que... Et moi, ce serait Rickard Rakell. Ça fait au moins 2 ans qu'il est dans les rumeurs. Puis, ils attendent leur prix, puis c'est correct. Là. Puis il est assez haut sur la liste de trade bait, mais c'est le nom qui m'a sauté au visage en premier. Là. Je pense que ça pourrait être un bon candidat à quitter dans une équipe contender. Ouais, puis j'ai écrit là-dessus justement hier, je pense, parce que ça a sorti là, que autant dans le cas de Lindholm que du cas de Rakell, les négociations sont pas mal mortes. Là. Fait que là, les deux tombent agents libres cet été. Fait que, tu sais, les Ducks ne voudront pas les perdre pour rien. Fait que non, en effet. Puis c'est un gars qui pourrait rapporter gros, là, parce que c'est un gars où sa production offensive est plus ce qu'elle a été il y a 3-4 ans, là. Mais quand même, c'est un gars qui est très, très, très utile. C'est un top 6, fait que non, c'est clair qu'il pourrait apporter beaucoup. Peut-être dans un trade contre Jake DeBrusk. Peut-être. Pourquoi pas? C'est vrai que Rakell a été souvent collé avec les Bruins, surtout par l'historique de transactions entre ces deux équipes-là. Fait que, effectivement, ça pourrait avoir du sens. Go, on le fait. On le fait. Let's go, on le fait. Moi, je vous le jure, c'est à la tête de mes enfants. Là, j'ai pas, je vous ai lancé la question, puis je venais juste d'y penser. Là. C'était aucunement préparé, puis moi non plus, je n'étais pas préparé. Fait que pendant que vous parliez, j'ai eu la chance d'être troisième, fait que j'étais allé me préparer. Je me suis sacrifié, moi. Je faisais du temps pendant que je prenais les balles. Ouais, mais tu travailles à la radio, ça. C'est dans ta formation d'occuper du temps d'antenne. Fait que, c'est pas toujours de bonne qualité. Là. Je t'ai entendu chanter un matin, puis c'était très ordinaire. Là, mais farce à part, je suis allé voir le classement, quelle équipe pourrait peut-être vendre. Je suis allé voir le trade bait, justement, Pascal. Je suis même pas sûr que j'ai vu ce joueur-là, mais il y en a un qui me pop en tête. C'est Victor Olofsson à Buffalo. Tu penses qu'il pourrait le changer? Ben, il coûte 3 millions. C'est un joueur autonome avec restriction. Puis, je pense qu'il pourrait quand même aller aider une équipe justement ailleurs, mais le prix serait quand même élevé, là, je pense. Oui, c'est genre plus élevé qu'un Lekonen. Clairement plus élevé qu'un Lekonen. Je ne suis pas allé voir. Plus fragile, là, mais oui. Baser, je pense qu'il est Besser. Avec Besser aussi, ça pourrait être assez étonnant, même s'il y en a plusieurs tout d'un coup qui ne l'aiment plus parce qu'il produit surtout sur l'avantage numérique. Mais Vancouver, moi, personnellement, c'est une équipe que j'aime de moins en moins, hein, malgré les bons joueurs qu'ils ont. Là. J'ai hâte de voir les prochaines années la progression, mais si Elias Peterson n'est pas capable de produire dans cette équipe-là, ça veut dire qu'il y a un problème, selon moi. Donc, Besser, exposer ailleurs, à Pittsburgh, là, ça serait cool. Je vais en revenir tantôt, ça. Mais pour vrai, Besser, je pense que le problème, c'est son offre qualificative que j'ai pu lire dans les 32 Thoughts puis les Insider Trading. Là. C'est que son offre qualificative est quand même assez élevée. Puis avec les contrats que Vancouver a donnés de Hughes, Peterson, je pense que ça pourrait être problématique. Puis Besser, ça fait un bout là, que son nom est sur les rumeurs. Je voulais le dire, mais je trouvais qu'Olofsson, ça pourrait être un bon guest de genre de transaction qu'on n'a pas tant parlé dans les rumeurs. Champ gauche. Ben, tu sais, là, j'ai sa fiche, bonne vieille fiche HockeyDB, 26 ans, puis sa production est vraiment en baisse depuis quelques années. Tu sais, il est rentré dans la ligue, puis il a marqué 20 buts, 42 points en 54 matchs. Puis après ça baisse à 32, puis là, il est à 27, il a juste 10 buts. Fait que, tu sais, je ne sais pas s'il cadre encore dans la vision de l'organisation. Tu sais, il a produit vraiment beaucoup à côté d'Eichel, mais je ne sais pas. Peut-être qu'on va décider d'abandonner dans son cas et de profiter de sa valeur vu qu'il est RFA pour l'instant. Puis c'est peut-être ce genre de gars-là qui va fitter dans un trade avec DeBrusk encore une fois. C'est juste un changement d'air, 1 contre 1. Puis tu sais, dans le fond, c'est un peu ça aussi à plus petite échelle, un peu la transaction Jost contre Storm. Aujourd'hui, oui, il y a l'affaire de
le Colorado sauve un peu d'argent. Mais le Wild, ce qu'il fait, c'est de se dire, OK, on va chercher un gars qui a déjà eu un bon potentiel, puis on espère qu'il explose chez nous. C'est des changements d'air comme ça, tu ne sais jamais ce que ça peut donner. Les exemples, il y en a à la tonne. Là. Fait que, tu sais, DeBrus, je m'attends à ce que ça se fasse en 1 contre 1 ou à peu près contre un gars dans une situation un peu semblable qui cherche peut-être un peu, puis pour qui un changement d'air pourrait être super avantageux. Ben, tu vois, Raquel, il est joueur autonome sans restriction à 28 ans cet été. Puis, tu sais, sa production, oui, elle a baissé un petit peu. Cette année, il a quand même 16 buts. Tu sais, je pense que la valeur de Raquel pourrait être plus élevée qu'un DeBrusque one-on-one. Mais contre Oui, c'est Olofsson, sûr. par exemple, un gars que sa production descend, mais que tu as quand même l'option de contrôler son salaire cet été à cause qu'il est joueur autonome avec compensation. Je pense que là, un one-on-one ou, mettons, tu rajoutes un pick ou whatever, un throw-in, peu importe, mais pour vrai, non, ça ferait du sens pour DeBrusque. Ouais. Je pense qu'on a de quoi, les gars. On le fait. On va les appeler. On va les appeler, let's go. Let's go. Dernière question, puis je reviens sur le Canadien vite avant qu'on parle de nos équipes favoris. On a parlé de Sherrod, on a parlé de Lekonen. Je sais que Kulak pourrait partir aussi, pourrait faire partie des joueurs qui ne rapporteraient pas nécessairement grand-chose, mais qui pourraient peut-être avoir son petit lot d'intérêt à travers la Ligue. Vous, pensez-vous que Jake Allen pourrait être échangé à la date limite ou ce serait plus le genre de transaction qu'on conserverait pour l'été ou que c'est un gardien qu'on conserve avec l'organisation? Je pense que ça va plus être l'année prochaine, la date limite des transactions, Jake Allen, selon moi. Là. J'aimerais ça vraiment qu'il soit échangé cette année, mais avec la saison qui vient de manquer, je pense que sa valeur est vraiment basse, donc je ne suis pas sûr qu'il va avoir un bon retour sur l'investissement. Cet été, ça pourrait avoir plus d'allure peut-être, là, mais je pense vraiment que ça va être l'année prochaine. Parce qu'il y a tellement d'incertitudes autour de Ouais, Price que tu peux pas bouger de goaler en ce moment. Tu peux pas. Non, c'est ça. Tu sais pas si Price va revenir, tu sais pas s'il va pas revenir. Ça change absolument tout. Là. Fait que si tu bouges à Allen, tu te retrouves à avoir encore un problème de OK, si Price n'est pas là non plus, tu retombes avec Montembeault, puis tu retombes avec Hammond qui est là présentement. Puis il faut que encore que tu bouches ces trous-là cet été ou quand tu vas avoir des problématiques l'année prochaine. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'Allen va rester le temps qu'au moins on se fixe sur la situation de Carey Price. Ah, je suis bien d'accord avec vous autres. Puis, tu sais, je lançais la question parce qu'on l'a vu un petit peu ces réseaux sociaux. Comme quoi que Jake Allen, il y en a qui le voyaient peut-être être échangé. J'ai souvent parlé on en a parlé dans le dernier épisode, Pascal, la fameuse période tampon entre Carey Price et la relève. Ça peut passer par Jake Allen. Je pense pas que ça passe par Samuel Montembeault. Je l'aime bien, puis je trouve qu'il y a beaucoup de courage cette année. Il y a une belle éthique de travail, belle attitude, mais à mes yeux, c'est pas un gardien qui peut assumer la période tampon de transition, en fait, entre Price et la relève. Je pense plus qu'un gars comme Jake Allen sera en mesure de le faire. Fait que, rendu là, moi aussi, je le garde parce que de toute façon, comme tu dis, Pascal, sa valeur est presque nulle. S'il avait joué toute la saison, je pense que sa valeur aurait été quand même assez élevée, puis ça aurait été intéressant de l'échanger. Mais là, ça ne sert pas à rien. Rendu là, tu le gardes. Il est sous contrat de toute manière. Puis il a quand même un bon contrat. C'est ça. Il n'est pas trop coûteux. All right. Fait que, dernier petit segment du podcast. Nos souhaits, si on veut, pour nos équipes favorites. Max, c'est pas une cachette. Les Sens, Pascal, le CH. Il va falloir que tu sois original parce qu'on en a parlé quand même pas mal du CH. Puis moi, de mon côté, je vais y aller avec les Pens. C'est. Je me cache. Ça serait dur de dire autrement, considérant. Ceux en audio, ils ne le voient pas, mais considérant mon background. Bref, Max, je vais te lancer sur les Sens. Ce serait quoi ton souhait
Je suis curieux de t'entendre parce que on voit des choses circuler sur les réseaux sociaux. Pierre Dorion a dit que la date limite va être plate un peu. Quels seraient tes souhaits? J'ai, disons, 4 souhaits. D'abord, je vais commencer avec... En fait, les 2 premiers, je vais les mettre ensemble. Fait que ça m'amène à 4 souhaits parce que je n'avais oublié un. Les 2 premiers, Josh Brown, Nikita Zaitsev, ciao, bye. Je m'en fous de rien recevoir en retour. Je te donne un choix de 2e ronde si tu prends Zaitsev, mais je veux que Zaitsev saque son camp d'Ottawa. Je suis plus capable. Je suis plus capable de le voir jouer au-dessus de 20 minutes, puis d'être mauvais. Puis, ça me dépasse à quel point il est pas bon. Et DJ Smith parle pas de lui comme un bon défenseur. DJ Smith a dit que c'était un défenseur élite, Nikita Zaitsev. DJ Smith, des fois, là, fait qu'en tout cas, Zaitsev, Josh Brown, ciao, bye. Au moins Zaitsev, on peut garder Brown, même s'il n'est pas très bon non plus, là. Mais ça, c'est mon premier souhait. Au moins Zaitsev, bye. Un souhait que je vais plus faire pour le gars que pour moi et pour l'équipe. Victor Mété, j'y souhaite de se trouver une chance ailleurs. Moi, avec les scènes, je le laisse aller pour un choix de 4e ronde parce que là, en ce moment, il n'a pas sa place dans le line-up. À gauche, devant lui, il y a Chabot, il y a Holden, il y a Brandstrom. Puis à droite, il y a Lassie Thompson qui est prêt à prendre la place. Il y a Bernard Docker aussi. Fait qu'il n'y a pas de place pour Mété. Il va être agent libre avec restriction, je crois, cet été ou sans, mais bref, c'est pas important avec le peu de valeur qu'il y a, honnêtement. Là. Fait que si tu peux l'échanger en ce moment quand tu as un choix de 3, 4e, 5e ronde, vas-y pour le gars, fais-y plaisir. Puis il y a Jake Sanderson qui s'en vient anyway dans quelques semaines. Fait que rendu là, tu n'as plus besoin de ce gars-là du tout. T'en as des mineurs qui vont être capables de faire la job en attendant. Fait que pour Mété, j'y souhaite de quitter Ottawa. Surtout qu'on sait que DJ Smith, c'est vraiment pas un partisan des petits défenseurs. Non, messieurs, contrairement à vos attentes, peut-être, je ne souhaiterais pas que Brandstrom quitte Ottawa. Je le souhaite peut-être un tout petit peu, mais il montre tellement des belles choses présentement que j'ai l'impression que si justement Zaitsev quitte puis que ça permet à Brandstrom d'augmenter son temps de glace puis de jouer davantage avec des joueurs de plus grande qualité parce que là, il joue avec Josh Brown puis tu sais, des fois, il essaie le duo Chabot-Brandstrom, ce qui peut paraître weird un peu. Ce duo-là, le puck sort de la zone, c'est de toute beauté. Là. Je ne comprends même pas pourquoi il s'entête à faire jouer Zaitsev avec Chabot. Là. Le duo, ça devrait toujours être Brandstrom-Chabot, toujours. Mais bref, je serais surpris que ça arrive, mais je serais très content si ça se produisait en fin de saison. Donc, j'ai fait le tour de la défense. En attaque, moi, Ennis, je m'en fous un peu. S'il reste, tant mieux. S'il quitte pour un choix de 4-5e tour, pour une équipe contender, tant mieux pour lui. Lui que j'espère qu'il va quitter, c'est Nick Paul. Parce que ça a l'air que ses demandes salariales n'ont pas de bon sens. Puis tu sais, c'est un joueur d'équipe. Là. C'est un morceau important des Sens. C'est un gars d'équipe. Puis ça va être plate de le voir partir. Mais si tu es capable d'avoir un retour intéressant pour lui en sachant que tu ne le re-signeras probablement pas cet été parce que ses demandes n'ont pas vraiment de bon sens, go. Si tu es capable d'avoir un bon espoir puis un choix de 2e ronde pour Paul, go. Même qu'avec le marché des dernières années, je ne serais même pas si surpris que ça qu'une équipe soit prête à payer un choix de 1re ronde pour Nick Paul. Fait que si tu es capable d'avoir ça, go. Et finalement, dernier souhait, devant le filet, puis ça, c'est peut-être le take dont je suis le moins sûr parce que c'est vraiment instable devant le filet des Sens. Ça n'a pas de bon sens. On a vu Gustafsson hier, Murray qui est blessé pour un bout. Fait qu'il va falloir voir la blessure de Murray aussi. Là. Mais Anton Forsberg, avec sa saison, ça se peut que tu sois capable d'avoir un choix de 2 pour lui. Là. Si c'est pas plus. Fait que si tu es capable d'avoir un choix de 2 puis un espoir pour le gardien Anton Forsberg,
quitte à ramasser un goaler focal au balotage après ou payer un choix de 7 pour n'importe quel goaler, ça aussi, c'est un move que je ferais. Fait que ça fait un peu le tour de ma liste d'épicerie. À mon humble avis, je pense pas que Forsberg vale un choix de deuxième ronde, mais je peux me tromper aussi. T'as-tu ton droit de parole? J'ai pas mon droit de parole parce que je n'ai pas regardé Forsberg en action. Non, sérieusement, c'est juste parce que je pense qu'à la date limite des transactions, c'est pas nécessairement un marché de gardien de but non plus. En général, le marché des gardiens de but n'est pas si payant que ça, je trouve, via les transactions. Fait que, à la limite, un choix de 3 ou 4, ça serait quand même aussi satisfaisant là, pour les Suns. Mais je pense que Forsberg pourrait aider un club qui a besoin de profondeur dans le filet. Il a souvent été relié aux Oilers aussi. Là. Fait que, ça serait pas surprenant qu'il s'en aille pour eux. Pascal, CH, tes souhaits. À part Matthew Nice. C'est ça, j'aurais pu parler de Détroit aussi, mais je regarde pas mal. Ah, ben tu peux y aller avec Détroit aussi, ça pourrait être intéressant. Ben, juste peut-être 2 souhaits pour Détroit, de vendre le plus d'agents libres possible. Surtout Tyler Bertuzzi, j'ai vu ça aujourd'hui, qu'il était peut-être dans les discussions, mais avec ce que je crois être pas un problème d'attitude, mais avec son anti-vax au début de l'année et ces affaires-là, personnellement, moi, je te chipperais ça ailleurs, surtout dans une équipe qui est en reconstruction. Puis il y a une bonne valeur, donc personnellement, je le chipperais. Je vais chercher un premier rond au moins, ou bien un bon jeune joueur, parce qu'il a quand même 27 ans. Selon moi, sa valeur est meilleure que Toffoli, mettons. Donc, ça pourrait être quand même intéressant sur le marché des transactions, Tyler Bertuzzi. Sinon, il n'y a pas de gros UFA là, cette année. Il y a Nemeshnikov, Sam Gagné, Tyro High-Rose, Thomas Greisch. Il y a Nick Leddy. Nick Leddy aussi, j'aimerais ça, ouais. qui est le ship là, pour un choix. Là. Il vaut quand même cher, selon moi. Là. Donc, ça pourrait être intéressant. Mais bon, bref. Pour le Canadien, d'avoir le maximum pour Ben Chirot, que ça arrive. Un choix de premier ronde, je serais vraiment content. C'est ça que je veux personnellement, un choix de premier ronde. Un bon espoir, c'est correct. Mais choix de premier ronde de plus pour le repêchage à Montréal, je serais quand même content, même si c'est dans le top 25. Je m'en sac, sérieusement. Ça vaut la peine dans ce repêchage-là. Ça valait la peine l'année passée, ça vaut la peine l'année prochaine aussi. Il n'y a pas de problème. Lekonen, dans mes souhaits de laisser partir, mais je ne commencerai pas à me répéter. Là. Yoel Armia, au début de l'année, il était quand même en demande, selon on m'a dit, selon c'est Nicolas Joyal qui me l'avait dit dans le fond. Si vous ne le connaissez pas, c'est un gars qui connaît les agents, mettons, sur Twitter, qui est actif sur Twitter. Fait qu'il est en demande, ça ne va pas long, on a entendu parler aussi là, qu'il y a du monde qui appelait pour Yoel Armia. Personnellement, je pense pas qu'il y ait une valeur énorme. Ça serait très étonnant, mais je pense pas que les DG se basent nécessairement sur ce qu'ils voient cette saison, mais plus sur ce qu'ils ont vu dans les séries. Donc, peu importe ce que tu es capable d'aller chercher pour Yoel Armia, essaie de le shipper, mais ça serait très étonnant qu'il puisse l'échanger. Même affaire avec Mike Hoffman. Tu sais, Mike Hoffman, j'aimerais bien ça qu'il l'échange, mais garde-les, puis attends l'année prochaine qu'il ait gagné plus de valeur, parce que sous Martin Saint-Louis, il fonctionne super bien. Il y a pas mal plus de chances qu'il pète une saison de 25 buts, 30 buts l'année prochaine pour gagner la valeur que cette année que tu ailles un choix de troisième ronde comme ce gars-là qui a un contrat de... Il n'est pas terrible son contrat, mais il n'est pas nécessaire, mettons. Jake Allen, tout ça, on a parlé. Je pense que Brett Kulak, personnellement, pourrait quitter. Il est vraiment sous-estimé. C'est un gars de troisième paire, on ne se mentira pas, mais souvent, on a des beaux flashs. Quand il est dans sa game, là, il y a des très bons flashs, capable de jouer du bon hockey. Avec Petrie, il était très bon les dernières années. Mais il y a un manque de constance. Fait que, c'est sûr qu'il ne coûtera pas. Tu n'auras pas un choix de 2 ou 3 première ronde avec lui. Un choix de troisième ronde, je pense que ça serait très, très, très potable pour lui. Je serais très content. C'est dans, tu sais, mettons, Ben Sherratt puis Kulak part, ça serait pas mal les deux soit les plus élevés. J'aimerais bien ça, un trade avec pour aller chercher Jack McBain au Minnesota. T'sais, je sais qu'il y a un hype à propos de lui en ce moment. C'est pas un gars qui va jouer sur le top 6. C'est vraiment un top 9 qui pourrait jouer sur le troisième trio. Je l'ai regardé jouer dans les derniers jours.
sur Instat Hockey. Et aussi depuis le début de l'année, quand je regardais Luke Talk ou bien d'autres joueurs de la NCAA. Et c'est un gars agressif, un big body. C'est vraiment un gros bonhomme au centre. Il n'y a personne dans l'organigramme canadien qui est comme Jack McBain en ce moment. Il n'y a personne. C'est pas un gars incroyable. Là. C'est un prospect B, mais c'est un prospect B qui est prêt pour la Ligue nationale de hockey. C'est du cheap labor. Tu es capable de jouer, de faire jouer en ce moment, puis de le développer au pire comme un gars de troisième trio qui peut jouer sur un peu partout, là, dans le fond, dans n'importe quelle situation. Est-ce que ça me tente de payer un choix de deuxième ronde comme on a vu aujourd'hui dans les rumeurs? Ben de la misère. J'aimerais bien plus dans un throw-in d'une transaction ou un choix de troisième ronde. Un choix de deuxième ronde, c'est cher payé pour un gars comme ça, de 22 ans, probablement troisième trio, mais qui a juste dominé dans la NCAA cette année. Il n'a jamais dominé dans la NCAA, ce gars-là. Il a gagné en rapidité, en fluidité, mais il ne sera jamais, Caulfield vient de scorer, il ne sera jamais une vedette. Là. C'est ça. Fait que, personnellement, j'espère qu'ils vont l'accueillir chez Canadien de Montréal, mais on verra bien. Juste pour la dimension qu'il amène, mettons. C'est juste cette dimension-là qui m'intéresse. Puis un défenseur droitier. C'est bien beau échanger Petrie, j'aimerais bien ça qu'il parte là, mais je pense pas que ça va être cet été. Il va falloir en acquérir des défenseurs droitiers. Il y avait des rumeurs avec Los Angeles. LJ Grant, ça serait vraiment une cible. Oui. Pour moi, je sais que je vais te plaire avec ça. Puis tu as amplement raison de l'aimer. C'est un défenseur que j'aime beaucoup et qui se développe bien en ce moment. Il ne produit pas des tonnes, mais il fitterait là, avec Montréal. D'ailleurs, à son année de draft, la comparaison que j'aimais un petit peu voir, c'était un certain Jeff Petrie. Ouais, c'est vrai. Fait fait très bien. On le fait. On le fait. Mais tu sais, LJ Grant serait une de mes cibles. Jordan Spence aussi, veut pas, ça serait quand même assez intéressant. C'est comme Ben Sherratt, Jordan Spence, puis un choix de deuxième. Ça sera ça, sérieusement. Là. Mais tu sais, LJ Grant serait dans mes cibles. Oh, le but de Caulfield. Ah ouais? Oh oui. Moi, si je reviens sur Jack McBain, là, moi, c'est une opinion très personnelle. J'ai finalement pas pris le temps de le regarder. Là, fait que je parlerai même pas de son potentiel. Moi, je trouve ça cave d'échanger pour un gars de la NCAA qui sort sans contrat. Je comprends, tu t'échanges, tu donnes un choix pour avoir comme accès à ses droits avant tous les autres. Là. Faut que ce soit un sign and trade. Il faut absolument que tu signes. Là. Ah, mais moi, mon point, là, c'est que les 31 équipes de la Ligue nationale ne devraient même pas faire ça. Ils devraient attendre à l'été pour signer des gars de même. Ça je suis entièrement d'accord avec toi. Trois quarts du temps, là, pour vrai, à part si tu t'appelles Adam Fox, là, trois quarts du temps, là, c'est pas si hot là, ce qui sort de la NCAA comme agent libre. Là. Quand ta meilleure saison, ça a été à 22 ans dans la NCAA. Là, des joueurs comme McBain, là, des productions comme ça, là, il y en a dans toutes les équipes. Fait que sa production n'est pas anormale. Je comprends tout l'aspect potentiel, gabarit, joueur de centre, je comprends tout ça. Mais si on s'attarde uniquement à sa production, mettons, là, moi, je paye même pas un choix pour ça. Là. Je vais attendre cet été. Si personne n'a donné de choix pour le signer, j'irai parler avec, puis j'irai voir s'il est intéressé de venir à Montréal. Mais je dépense pas un choix pour ça. Là. Et au pire, là, s'il y a une autre équipe qui veut le faire, là, ben, tant mieux qu'il le fasse. Un joueur comme McBain, là, tu peux au pire trouver ça sur le marché des joueurs autonomes. Un joueur de 30 ans qui va faire la même affaire. J'ai pas le choix d'arrêter tout pour dire que Caulfield vient scorer 2 buts en 8 secondes. Il a scoré 2 buts. C'est comme c'était la reprise du premier but. Là. Non, il a scoré 2 buts en 8 secondes. Le deuxième était magnifique. Fait que McBain reste chez vous. Puis je vais finir. Mais tu sais, McBain, là, moi, je préfère que ce soit un throw-in dans une transaction. C'est le prospect B ajouté à un choix de première ronde. C'est comme ça que je veux qu'il soit acquis par le Canadien de Montréal. Un choix de troisième, j'aurais bien la misère à donner ça sérieusement pour l'acquérir. Choix de quatrième, ça a pas mal plus d'allure, mais c'est vraiment plus un throw-in que je veux. Parce que le choix de deuxième ronde, ça n'a aucun bon sens de payer ça pour un gars qui va être UFA et qui n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Parce que, tu sais, oui, une location, un joueur de location, que tu donnes un choix de deuxième ronde, c'est correct. Mais, tu sais, le gars que t'achètes, il a joué dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais qu'est-ce qu'il va te donner. Lui, tu ne sais pas à tout. Fait que, tu sais, moi,
cette affaire-là, ça m'énerve. Puis le fait qu'ils ne veulent pas signer avec l'équipe qui l'a repêché, ça me gosse aussi, comme toi. On verra bien ce que ça va donner. Là, mais mon dernier... Ouais, vas-y, continue. C'est juste que, tu sais, puis je clôt ça avec McBain. Là, tu sais, je me rappelle Jimmy Vesey. Il y avait donc ben du hype sur ce joueur-là. On a vu ce que ça a donné. Là. McBain n'a même pas l'air proche des performances. Il n'est même pas proche des performances de Vesey dans NCAA. À un moment donné, il va falloir slacker un peu à Pouli. Là, je vois le gros hype autour de McBain. Puis je suis content finalement, c'est ça, je suis content que tu aies écrit le texte parce que je prévoyais mettre un titre genre Jake McBain, un hype surdimensionné. Avant même de le voir jouer, là, je voyais déjà ce titre-là. Là. Fait que, j'aurais peut-être été teinté dans mon évaluation. Fait que j'étais content que tu l'analyses finalement. Non, c'est ça. Je suis allé, surtout dans les faits, j'ai donné un peu de... Pas de hype, là, j'ai pas participé au hype, mais j'ai rentré... Voici ce qu'il est capable de donner. C'est un gars physique qui est bon partout sur sa patinoire, capable de il a une bonne mobilité, là, c'est pas fou, là, mais il est un peu lourd, là, des fois il va être en retard, mais il y a quand même une... Ça y prend beaucoup de temps à atteindre sa vitesse, mais une fois qu'elle est atteinte, c'est difficile de l'arrêter. Un gars capable d'évoluer en échec avant, puis qui est tout le temps devant le net, capable de prendre les retours, puis de faire des... dans le fond, de déranger le gardien, les défenseurs, puis de dévier des rondelles. Puis ça, ben, il en faut chez Canadien. C'est vraiment ça qui m'attire chez lui. Que tu l'ailles dans un throw-in, dans une transaction, ça serait parfait, parce qu'il ne t'a rien coûté, c'est du cheap labor pendant plusieurs années. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, il ira à Laval, puis on s'en sort. On s'en fout. Puis, c'est ça. Fait que là, au niveau de mon dernier souhait, pour le CH, c'est que Saint-Louis, ce ne soit pas juste une aventure de soir. Ce ne soit pas juste une aventure d'une saison, qui soit prolongée pour au moins 2 ou 3 autres saisons. Et que Caulfield Suzuki continue à faire. Ouais, mais là, on parle de date limite. T'as pas compris. C'est ça que j'allais dire, Pascal. Je m'en fous, man. C'est mon souhait. Mon souhait, c'est qu'il soit signé avant le 21 mars. OK. Et que les boys continuent à produire, parce que c'est vraiment le fun en ce moment à regarder les Canadiens de Montréal. Même s'ils perdent 5-3, je m'en fous. C'est pas mal plus le fun que c'était en début d'année. Hey, on va se le dire, si Martin Saint-Louis signe une prolongation de contrat le 21 mars, Pascal va nous fermer à la gueule, puis pas à peu près. Est-ce on va me le noter. Oh oui, ben on a des extraits, hein? C'est facile à ressortir un petit clip. Pas faux. Je vais conclure avec les Pens. Moi, ça va être très, très court, en fait. Parce qu'on germe des petits en même temps. Là, on pense, on discute, puis tout ça. Puis je repense à Olofsson tantôt, puis je trouve que le fit à Pittsburgh serait vraiment pas pire. Pour vrai, là, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, là, mais Victor Olofsson pourrait être un joueur intéressant pour les Pens. J'ai lu qu'il voulait ajouter sur les ailes. Ben, c'est parce que là, Kapanen, je crois avoir vu qu'il faisait pas la job pantoute. Ah, il fait pas la job. Zucker, blessé, puis quand il l'est pas, il fait pas la job. Denton Heinen, il était... On dirait là, que présentement à Pittsburgh, il y a beaucoup de joueurs en léthargie, mais tous ces joueurs-là, quand les Crosby, Malkin, Genzel s'étaient blessés, c'était des joueurs qui performaient beaucoup. Evan Rodriguez, c'était pareil. Il est en léthargie présentement. Il produit moins que ce qu'il produisait au début de la saison. Fait que sur les ailes, c'est difficile. Fait que je pense qu'un Olofsson pourrait être un joueur targeté par Ron Hextall, qui au début, quand lui est arrivé en poste à Pittsburgh, il a clairement dit « Je veux garder cette équipe-là dominante, mais je veux regarnir mon prospect pool. Je veux regarnir mes espoirs. Ça a trop été négligé longtemps. Puis, fait que je le vois pas tant, tu sais, je le vois pas donner Poulain. Parce que même si c'est pas un espoir incroyable, ça reste quand même dans leurs meilleurs espoirs. Joseph, même chose. Je vois pas P.O. Joseph être échangé de nouveau. Puis je vois pas non plus leur choix de première ronde partir. Puis c'est juste en fonction de ce que Hextall a dit. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Peut-être qu'Hextall, il va changer son fusil d'épaule puis qu'il va dépenser à la vue des performances de son équipe. Ça se peut, là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais si Hextall est vraiment ferme et qu'il tient parole, je ne vois pas Pittsburgh échanger leur choix de première ronde puis leurs meilleurs espoirs.
Fait que rendu là, ce serait qui les cibles possibles? Ben, Victor Olofsson, un gars comme Jake DeBrusk pourrait peut-être, moyennant un hockey trade, là, échanger un joueur qui pourrait prendre le chemin de Boston et qui pourrait jouer dans l'alignement tout de suite. J'avais vu Marino sur les rumeurs d'échange. Je pense que DeBrusk contre Marino pourrait avoir l'allure. Oui, mais je pense que Boston pourrait aller. Voir plus. Il pourrait viser un attaquant aussi. Là. Ouais. Moi, Marino, j'ai jamais vraiment trippé dessus, là, honnêtement. Je trouve qu'il était bon à sa première saison, puis c'est pas mal tout. T'es meilleur chez Dolphins, en tout cas. Ben, Jim Rutherford l'a signé sur un contrat. Bonne vieille joke de foot. Ça m'a pris du temps. J'étais comme dans mon idée, puis là, j'ai fait ah là là. Bon. Et dans Ace Ventura aussi qui était bon, désolé. Mais non, c'est ça. J'ai trouvé que Jim Rutherford avait signé un mauvais contrat pour lui. J'ai pas un peu trop long. Puis d'ailleurs, Jim Rutherford, à Vancouver, serait intéressé à rapatrier Marino dans l'alignement des Canucks. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, pogne Marino, pas de trouble, on va pogner Brock Besser, puis il n'y aura pas de problème. Là. Mais ça va prendre plus que Marino, on s'entend. Fait que, tu sais, si Extall a à donner son choix de première ronde, ben, j'espère que ça va être pour Brock Besser. Pour Tyler Myers. Ouais, mais Tyler Myers, ça serait pas une mauvaise acquisition pour vrai avec les Pens. Mais, tu sais, si, mettons, tu payes un choix de première ronde pour un gars comme Tyler Myers, rendu là, ben, au pire, va chercher Ben Sherratt. Mais est-ce que Myers, il reste 6 millions, je pense, pour encore 2 ans après cette année. C'est pour ça. Non, c'est ça. Sherratt a plus d'expérience aussi en série. C'est ça. Tu veux pas loader ta masse salariale pour les années qui s'en viennent parce qu'il faut que tu sois capable de signer Malkin le temps. Fait que, parce que je pense qu'ils vont tout faire pour les signer. Ouais, mais le temps, sa décision est déjà prise. Il s'en vient à Montréal. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais. Ouais, non, c'est ça. Avec Goulet, c'était sick, mais... Ah ouais, mais... Non. Ça sert à rien. Je penserais pas. Mais bref, pour les Pens, je pense que Victor Olofsson, Jake DeBrusk pourraient être des joueurs intéressants à aller chercher qui pourraient ne pas coûter les yeux de la tête à Ron Extall si on se fie à ce qu'il a dit à son arrivée en poste. Mais si jamais il change son fusil d'épaule, ben, je veux que ce soit pour Sherratt. À la limite, Lindholm, ce serait pas pire. Puis pour Brock Besser. Mais là, Brock Besser, par exemple, avec son offre qualificative puis le contrat qu'il risque de commander, tu viens un peu de te mettre quelques bâtons dans les roues, mais c'est pas... je pense que Pittsburgh a toujours été en mesure, un peu comme Toronto, de gérer sa masse salariale à la scène près. Fait que j'ai comme arrêté de m'inquiéter de la masse salariale à Pittsburgh. C'est plus vraiment... Besser ira mourir à Buffalo comme Skinner, c'est tout. Aussi. Mais Besser, moi, j'y crois en ce joueur-là. C'est juste qu'il a été blessé beaucoup. Là. Je pense vraiment que là, depuis que Miller est arrivé, depuis que là, il y a Garland qui est arrivé aussi. Je pense que Besser, par la force des choses, a baissé dans la hiérarchie des Canucks. Je pense que tu le mets dans une autre formation, puis sérieusement, il y a moyen que ce joueur-là revienne en force. Surtout que les Penguins. Ils ont vraiment le don de mettre un joueur dans une situation qui va comme le relancer. Oui, il y en a qui meurent à Pittsburgh, mais ça arrive pas mal moins que dans d'autres équipes. Non, c'est ça. Comme un genre de Jeff Carter qui a tout simplement... il est ressorti de ses cendres. Il est ressuscité comme Jésus. Ah ouais, il joue vraiment bien cette année, en tout cas. Good. Fait que les boys, ça va nous mener au 21 mars. Toute la semaine, on va couvrir les échanges qui risquent d'y avoir dans la Ligue nationale sur le site de toutsurlehockey.com. Je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur notre site web, évidemment, parce que le 21, on va avoir une page spéciale pour la couverture de cette journée-là. Yeah. Puis concernant le podcast, n'oubliez pas de liker les podcasts, partagez-les à vos amis. Abonnez-vous sur la plateforme d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, YouTube.
Sur notre chaîne YouTube, éventuellement, là, on en a 2 de publiés. On a David Yerichek et Ivan Miroshnichenko. Mais plus on va avancer vers le repêchage, plus Pascal va produire des capsules vidéo, des profils vidéo pour les espoirs du repêchage qui s'en vient. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez même trouver le podcast aussi, puis quelques séquences d'analyse. En tout cas, on a beaucoup de contenu sur notre chaîne quand même. Le prochain étant Danila Yurov. Good. Je vais l'enregistrer. Parfait. Fait que ça, ces profils-là sont accessibles sur le site à l'écrit et sur notre chaîne YouTube. Donc, on va se donner rendez-vous après la date limite des transactions. On pourra refaire un petit podcast après ça. Puis, on va espérer que Kent Hughes ait une très bonne entrée en scène à sa première date limite à titre de DG chez le Canadien de Montréal. Combien d'échanges pour le Canadien? On fait un petit pool là, demain. 3. Ouais, petite prédiction. 3. Prédiction pour le CH, prédiction dans la Ligue nationale. Je prends les paris. Le livre est ouvert, messieurs. D'habitude, c'est combien dans LNH à peu près? Là? On n'a pas le temps de checker, donc on est tous au même niveau. Mais le jour de la date limite ou d'ici la date limite? Ben, moi c'est d'ici la date limite. Là. OK, mais là, on compte dessus ceux qu'il y a eu aujourd'hui et hier? Là. À partir d'aujourd'hui. Ouais. 38. 38 dans la NHL non, pour le CH? Le Canadien. Pour le Canadien, 38. C'est pas NHL 94? Non, c'est ça, 38 dans la LNH et 3 pour le Canadien de Montréal, de Kent Hughes. All right, Pascal? 26 dans la Ligue nationale de hockey. 2 pour le Canadien. Pascal, je suis sûr qu'il sait combien qu'il y en a qui se font chaque année et tout. Et Chris, non. CH, je voulais y aller avec 2, fait que je vais garder 2 comme Pascal, malheureusement. Je suis pas original. Puis dans la Ligue nationale, je vais y aller avec 42 transactions. Ça, je pense que c'est beaucoup. Mais c'est pas tant plus que 38. Je pense que ça va être 32, mais je vais quand même garder mon 38. Je pense que ça va être 32. Messieurs, on va closer là-dessus, mais il faut pas oublier les petites transactions minables de joueurs AHL et ECHL qui arrivent la journée des transactions, puis que nous, on est dans notre Zoom en train de préparer nos articles, puis on fait comme on fait pas d'article là-dessus. On s'en fout. Vous le savez, il va en avoir au moins une dizaine, une quinzaine de même. Fait que c'est pour ça, 42. All right, fait qu'on se donne rendez-vous après le deadline, les boys. Yeah, salut.